La journée n'a pas commencé par le doux bourdonnement d'une nation qui s'éveille, mais par le hurlement des sirènes. À l'aube grise du 10 septembre 2025, des panaches de fumée noire âcre maculèrent déjà le ciel d'Angers. C'était un spectacle viscéral, laid, une déclaration de guerre, avant même que la plupart des citoyens n'aient pris leur café du matin. L'air, épais de l'odeur de plastique brûlé et de quelque chose de vaguement chimique, portait les chants lointains et rythmés d'une tempête qui s'annonçait. Ce n'était pas une manifestation typique, c'était une éruption. Sur le boulevard Foch, la première barricade de la journée était déjà un brasier de détritus et de matériaux de construction volés. Le chaos s'est propagé comme une contagion. Des rapports ont afflué de toute la France. Paris, Lyon, Nantes, Rennes. Les autoroutes devenaient impraticables, bloquées par des lignes déterminées de personnes, leurs visages marqués d'une résolution implacable. Les lignes de train étaient paralysées, les artères de la nation sectionnées. À Rennes, un bus de ville a été englouti par les flammes, sa carcasse métallique tordue en un monument squelettique de la rage du jour. Les mots du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, tenteraient plus tard de cadrer les événements, alléguant une tentative délibérée de créer un climat d'insurrection. Mais pour ceux qui étaient sur le terrain, cela ressemblait moins à un complot coordonné qu'à un rugissement collectif spontané de pure frustration, un cri primal prenant forme dans le feu et la fureur à travers le pays. Les premières confrontations furent rapides et brutales. Les forces de l'ordre, déployées en nombre stupéfiant, se sont mobilisées pour reprendre les rues. Le cliquetis du métal sur l'asphalte résonnait, alors que la police démantelait les obstacles improvisés. La réponse des manifestants fut immédiate. Une grêle de projectiles, bouteilles morceaux de pavés, sacs poubelles. La police, à son tour, a déchaîné la première de d'innombrables volées de gaz lacrymogène. Les nuages piquants s'élevèrent dans les avenues, dispersant manifestants et passants terrifiés, leurs yeux larmoyants, leurs poumons brûlants de l'assaut chimique. Au cours de ces premières heures matinales, les lignes de bataille étaient tracées. La journée ne portait plus sur un désaccord politique. Elle était devenue une lutte physique pour le contrôle de l'espace public. Plus de 200 arrestations ont été effectuées avant 10 heures du matin. Un sombre bilan qui témoignait de l'intensité des affrontements. Chaque arrestation était un petit drame violent. Un plaquage, une lutte, des mains tordues derrière le dos et attachées avec des liens en plastique. Le rêve d'une manifestation pacifique s'était évaporé avec la brume matinale, remplacé par la dure réalité d'une nation en guerre contre elle-même, un spectacle sinistre se déroulant dans les rues de ces fières villes. Cette convulsion nationale ne venait pas des couloirs sacrés d'un siège de syndicat ou des arrière-salles d'un parti politique. Elle était née dans l'éther numérique, un hashtag qui est devenu un mouvement. Bloquons toutes. Le slogan était simple, direct. Il a commencé comme un murmure sur les plateformes de médias sociaux, une rumeur sur des groupes privés, puis des chats cryptés, un appel à l'action populaire, un cri de ralliement pour une paralysie, le 10 septembre visant le gouvernement de François Bayrou et son plan budgétaire impopulaire. Sa force, anonymat et décentralisation. Pas de figure de proue, ni de leaders à arrêter. Le mouvement, une hydre des comptes anonymes, tracts numériques, conseils logistiques. Ils appelaient à un arrêt complet, bloquer la France pour montrer le pouvoir du peuple. L'appel a résonné auprès d'une population ignorée. L'étincelle numérique a pris racine dans le réel. Discussions en ligne, mouvement national palpable, message, désespoir brut, protestation contre l'austérité de Bayrou, mais aussi contre l'augmentation du coût de la vie, l'érosion des services publics, le système truqué. Le plan n'était que la goutte d'eau catalyseur d'une révolte ouverte, bloquer tout, bloquer les routes, bloquer les écoles, bloquer l'économie, et métaphore d'un blocage social profond. La spontanéité a rendu la répression difficile. Pas une colonne organisée, mais des milliers de petits groupes autonomes. Une autoroute dégagée, l'instant d'après, bloquée. Une place tranquille devenant point chaud en minutes. Structure sans chef, force adaptation, dispersion, recomposition. Le pays transformé en champ de bataille imprévisible. La réponse du gouvernement témoignait de la menace perçue. Une force exceptionnelle de 80 000 policiers et gendarmes a été déployée à travers le pays. Une mobilisation de sécurité d'une ampleur habituellement réservée aux menaces terroristes majeures, visites d'État. Il ne s'agissait pas seulement de gérer une foule, il s'agissait de se préparer à une insurrection potentielle. Dès les premières heures, la présence des forces de l'ordre était écrasante. Des convois de fourgons bleus foncés serpentèrent dans les rues de la ville,
et des escadrons de CRS sont devenus un spectacle omniprésent, leurs casques étincelant sous les réverbères. Et leurs boucliers étincelant sous les réverbères. Le nombre impressionnant d'officiers était censé être un moyen de dissuasion, une démonstration de force pour intimider les manifestants et les soumettre. Mais cela a eu l'effet inverse. Pour de nombreux manifestants, la présence policière massive n'était pas un moyen de dissuasion, mais une provocation. Elle était perçue comme la confirmation que l'État considérait ses propres citoyens comme l'ennemi. La mer d'uniformes et d'équipements anti-émeutes n'a fait que renforcer leur détermination, transformant leur protestation contre la politique économique en une confrontation directe avec l'appareil répressif de l'État. Les arrestations ont commencé tôt et se sont poursuivies au sans relâche tout au long de la journée. En milieu de matinée, le nombre de personnes interpellées avait grimpé à plusieurs centaines, avec 95 arrestations signalées dans la seule région parisienne. Il ne s'agissait pas seulement de détentions symboliques, c'était des actions rapides et énergiques, conçues pour disperser les foules et décapiter toute poche d'organisation émergente avant qu'elle ne puisse se consolider. Les perturbations étaient généralisées et paralysantes. À Paris, des manifestants ont incendié des poubelles et tenté d'obstruer les voies de tramway à la porte de Montreuil, forçant la police à des charges répétées pour dégager le passage. À Lyon, une autoroute critique traversant la ville a été bloquée, paralysant complètement la circulation, alors que les manifestants allumaient des feux sur l'asphalte. À Nantes, le claquement sec des grenades lacrymogènes est devenu la bande-son de la journée, alors que la police luttait pour disperser des foules défiantes. Le mouvement, malgré sa nature décentralisée, a atteint un degré remarquable de son objectif déclaré. Bien qu'il n'ait pas réussi à tout bloquer, il a réussi à paralyser des infrastructures clés et à créer un sentiment de chaos national qui a dominé le cycle de l'information et ébranlé le gouvernement jusqu'à ses fondations. À Angers, la pittoresque capitale de l'Anjou, la tension matinale a explosé en scène ressemblant à de la guerre urbaine. Le centre-ville est devenu un paysage de conflits presque méconnaissable. Des barricades construites à la hâte, bennes à ordures, palettes en bois, tout débris pouvant être traîné dans la rue, brûlèrent d'une lueur infernale. Des manifestants, le visage dissimulé par des masques et cagoules, utilisaient ces barrières enflammées comme couverture, lançant des assauts coordonnés sur les lignes de police. L'air était un cocktail toxique de gaz lacrymogène et de fumée, un brouillard désorientant à travers lequel des silhouettes s'élançaient. Le fracas du verre, le bruit des grenades assourdissantes, les chants défiants de la foule et les cris paniqués des ordres. Les confrontations étaient brutes et personnelles. Boucliers contre barricades. Des groupes de manifestants ont bombardé la police d'une pluie incessante de projectiles. Pierres, bombes de peinture et armes improvisées. Ils étaient en venue préparée. Leurs sacs à dos remplis non pas de bouteilles d'eau et de tracts, mais de pierres, de bombes de peinture et d'armes improvisées. La police a riposté avec une force disciplinée, mais brutale. Des rangées d'officiers CRS avançaient au pas derrière leurs boucliers, un mur mouvant de polycarbonate noir et de gilets pare-balles. Ils ont déployé du gaz lacrymogène à profusion, les cartouches traçant des arcs dans l'air enfumé avant d'atterrir au milieu des foules, provoquant des retraites paniquées et de violentes quintes de tout. La violence ne s'est pas limitée à une seule rue. C'était une bataille continue qui montait et descendait à travers les artères de la ville. Les manifestants étaient repoussés d'une intersection pour se regrouper et ériger une nouvelle barricade, quelques pâtés de maisons plus loin. Les tactiques de la police étaient claires, disperser tout grand rassemblement. Cela a conduit à une série de charges agressives. Selon un porte-parole d'un groupe de jeunes, une scène similaire s'est déroulée dans un lycée local où des élèves avaient formé un piquet de grève. La police a forcé l'ouverture de l'une des portes pour laisser entrer les élèves, a-t-il rapporté. Puis il y a eu des violences avec du gaz lacrymogène. La police a chargé le piquet de grève pour briser la grève. Au milieu se trouvaient les habitants ordinaires de la ville. Les commerçants ont rapidement baissé leurs rideaux métalliques, leurs entreprises devenant des forteresses contre le chaos extérieur. Les habitants regardaient par derrière les rideaux, leurs fenêtres offrant un point de vue terrifiant sur la bataille qui faisait rage en dessous. Pour comprendre les incendies dans les rues d'Angers et de Paris, il faut regarder au-delà du catalyseur immédiat qu'est le budget national. La rage couvait depuis des années. Difficultés économiques, inégalités sociales, profondes désillusions politiques. Pour une part importante de la population française, la promesse de la République, liberté, égalité, fraternité, sonne creux. Ils voient un pays où le coût des courses carburant logement ne cesse de grimper,
tandis que leurs salaires stagnent. Ils ressentent la piqûre des politiques d'austérité. Hôpitaux fermés, écoles sous-financées, infrastructures publiques en ruine. Ce n'est pas un débat économique abstrait. C'est la réalité quotidienne de faire des choix impossibles. La colère est dirigée directement contre le gouvernement et le président Macron, perçu comme désespérément déconnecté. Les coupes budgétaires proposées par le Premier ministre Bayrou ont été considérées comme l'insulte suprême, politique, conçue pour bénéficier aux riches. Les manifestants, parlons d'une France à deux vitesses, élite mondialisée et métropolitaine qui prospère, et une autre pour tous les autres, laissés pour compte dans les villes de province et les banlieues oubliées. Ce sentiment d'être abandonné par l'État est un puissant carburant pour la protestation, créant un profond puits de ressentiment que les dirigeants politiques ont constamment sous-estimé. La pauvreté et les inégalités ne sont plus des concepts théoriques. Ce sont des expériences vécues. La difficulté à joindre les deux bouts, humiliation, de sauter des repas, incapacité d'avoir des vacances, réparation voiture impossible. Ils voient les gros titres sur les profits des entreprises et la richesse des milliardaires qui montent en flèche, tandis que leur propre pouvoir d'achat diminue année après année. Ce fossé béant entre les possédants et les démunis a érodé la cohésion sociale et créé un terrain fertile pour la colère. Le mouvement Bloquons. Tout est l'expression violente de ce désespoir économique, une tentative désespérée de rendre leur souffrance visible à une classe politique qu'ils croient aveugle. De plus, il existe une profonde crise de confiance politique. De nombreux manifestants estiment que les canaux traditionnels de la démocratie les ont trahis. Voter semble inutile, partis politiques interchangeables, syndicats impuissants. Ils croient que leurs voix ne sont pas entendues, que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte, et que leurs votes n'ont pas d'importance. Cette frustration face au processus politique lui-même est un ingrédient dangereux dans la crise actuelle. Lorsque les gens perdent confiance dans les institutions démocratiques pour résoudre leurs problèmes, ils sont plus susceptibles de descendre dans la rue. La violence et le chaos du 10 septembre sont, en ce sens, un symptôme d'un malaise démocratique plus profond, un signe qu'un nombre croissant de citoyens estiment n'avoir aucun autre moyen de se faire entendre. Si les images de barricades en feu et d'affrontements avec la police évoquent dans de vifs souvenirs du mouvement des Gilets jaunes qui a secoué le premier mandat de Macron, Bloquons. Tout représente une évolution distincte de la nature de la protestation sociale française. La spontanéité et l'accent mis sur les difficultés économiques rappellent certes les Gilets jaunes. Les deux mouvements sont nés en dehors des structures traditionnelles, exploitant le pouvoir des médias sociaux pour mobiliser un ensemble disparate de citoyens en colère. Ils partagent une racine commune dans les griefs d'une France qui se sent laissée pour compte. Cependant, les différences sont cruciales pour comprendre le moment actuel et les dangers uniques qu'ils représentent pour le gouvernement. La caractéristique la plus frappante de Bloquons. Tout est son objectif explicite et unique de paralysie totale. Alors que les Gilets jaunes ont commencé par des protestations contre une taxe sur les carburants et ont évolué vers un mouvement hebdomadaire plus large, occupant les ronds-points, ce nouveau mouvement s'est lancé avec un objectif beaucoup plus ambitieux et conflictuel: paralyser l'ensemble du pays en une seule journée. Ce changement stratégique, passant d'une perturbation soutenue à un événement unique et à fort impact, reflète un nouveau niveau de radicalisation et d'impatience. Il y a moins d'intérêt pour le dialogue ou la négociation. Le but est de créer une crise immédiate et indéniable, de forcer la main du gouvernement par le chaos économique et social pur et simple. Ce mouvement est également plus décentralisé et sans chef que son prédécesseur. Les Gilets jaunes, bien que populaires, ont finalement vu l'émergence de porte-paroles informels et de personnalités médiatiques qui, pour le meilleur ou pour le pire, ont donné un visage public au mouvement. Bloquons tout, en revanche, est resté délibérément anonyme et amorphe. Il n'y a pas d'individu à la tête de la charge, pas d'organisation spécifique à tenir responsable ou avec lesquelles dialoguer. Cela rend le mouvement incroyablement résilient, mais aussi dangereusement imprévisible. Il fonctionne comme un essaim, capable d'attaquer le système sous d'innombrables angles à la fois, laissant les autorités sensibles claires à neutraliser ou à apaiser.